Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, bienvenue à cette émission Quoi de neuf? Quoi de neuf qui chaque jour vous propose des invités de qualité, bien évidemment. Alors, mois d'octobre en général, on assiste à pléthore de manifestations, semaine bleue, etc. Mais c'est également la semaine du créole, le mois même du créole. Et pour parler de tout ça, j'ai à mes côtés ce soir Max Auguste Dufresneau. Max Auguste Dufresneau, bonsoir, bonjour, comme tu veux. Je peux t'appeler Max, c'est Max Auguste. Oui, Max, c'est plus court, ouais. C'est plus courant. Alors, tu viens nous présenter un ouvrage, Syntaxe africaine des langues créoles, autrement n'est pas le créole, des pays antillais francophones. Alors, fais-nous un petit cursus. Tu es né dans quelle commune, etc. On parle de loin, là. Moi, je suis martiniquais. C'est Jean Côté. Alors, moi, c'est Jean, dirons, par ma mère, moi, c'est Jean Rivière-Pilote. Famille Pastel. Ah, oui, très connu, hein, oui. Voilà, Momo, tout ça, là. Et puis, côté de mon père, moi, c'est Jean Carbé. Famille Bernabé, Dufresneau, etc. Oui, Bernabé, Dufresneau. Voilà. Donc, c'est en brassage du nord et du sud, quoi. Et moi, né Fort-de-France. Les parents ont été directeurs d'école Sainte-Anne. Et moi, j'étais travaillé à l'Institut Sainte-Anne. Voilà. Et même, on est Fort-de-France, moi, j'étais parti faire un cours un jeudi. Et puis on tue la poche des os, ils mettaient l'hôpital civil et puis accouché là. Voilà, donc tu as quasiment fait en carrière, etc. Tu as été enseignant, tu as été maître de conférence, c'est ça? Oui, j'ai fait des études de pharmacie. J'ai été pharmacien au départ. J'ai fait biologie comme ordonné, j'ai fait la promotion d'ordonné. Ah ouais. On était même collègues. Moi, je cherchais les 1 an derrière moi. Et après, eux, ils sont venus s'installer. Moi, j'ai continué. J'ai fait un doctorat. Parce que je suis allé au service militaire à Santé Navale. Donc j'ai fait un doctorat. Et dans mon doctorat, j'ai passé une thèse. Et la thèse m'a emmené à l'université. Voilà. Donc tu as commencé par des études de pharmacie et tu te trouves en pleine littérature actuellement. Oui, alors j'ai été professeur en Afrique. On nous a demandé si on voulait partir, tous les 3 ans, on gagnait 1 an d'ancienneté sur ceux qui restaient en France. Pour une carrière, c'est intéressant, ça. Donc, moi, j'échappais. Tout plus qu'à ce moment-là, ma femme était africaine. Ma première femme était africaine. Bon, la deuxième, c'est martiniquaise. Ma première était africaine. Alors, je suis allé là-bas, et puis... Tu es là-bas, dans quel pays africain, par exemple? Alors, le premier pays où je suis allé, c'est militaire, c'est au Burkina Faso, Haute-Volta. Mais moi, j'aime bien parler la langue des gens. Quand j'arrive quelque part, j'apprends la langue parce que si tu comprends la langue, tu comprends les gens mieux. Parce que la langue, c'est un véhicule de la pensée. Ah, mais mon cher ami, comme on dit, Max, je peux t'appeler Max. Oui. Le plus souvent en Afrique, dans le même pays, tu as plusieurs ethnies. Oui. Donc des fois, ça parle plusieurs langues. Mais tu as une langue... maintenant, tu as une langue qui domine. Je suis allé au Burkina Faso. J'étais à Bobo Dioulasso, on parlait Dioula. Dioula se parle au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Donc, j'ai appris le Dioula, je parlais le Dioula couramment. Alors là, je te top là tout de suite. Mesdames et messieurs, on va le prendre au mot. Comment on dit bonjour, comment vas-tu en Dioula? Ikakene. Ça seulement? Ouais, Ikakene. Et tu réponds Tolote. Tolote, je me porte bien. Quoi. Voilà. Ah, c'est difficile, non? Non, mais c'est fort, c'est fort. Et alors, j'ai appris ça parce que je voulais savoir, mais d'où vient notre créole? Donc, j'ai appris le Dioula, mais je me suis dit qu'il n'y a aucun rapport avec notre créole. Sauf que, il y a un mot qu'on dit, Makamatebis. L'école missionnaire, ouais. Voilà. Et là-bas, Maka joue à Kaya Madame, une vendeuse, et je demande à la servante, Maman B, est-ce que maman est là? Elle me dit, à Itara. Elle est partie. Et j'entends la femme qui dit, oh, Matabi. J'ai dit, comment Matabi? Kamatebis? Elle me dit, non, Matabi. Elle dit, je ne pars pas aujourd'hui. Donc tu as vu le rapprochement, enfin. Entre Matabi et Matebis. Ouais. Mais justement, on va voir. Ça se ressemble. Ouais. Et puis, j'avais un boy qui était un noir avec des cheveux roux. On l'appelait Tchébli. Tchébli, c'est l'homme, Bli, rouge. Blé, il y a l'autono blé. Et ça, on se met Chabin. Chabin? Mais oui. Alors là, mon vieux, tu es en train d'innover beaucoup, parce que justement, le terme chabin, on te disait que c'est un croisement animal, etc. C'est Donc faux. tu nous apportes une autre interprétation là. Absolument.
Nous pas qu'à dire qu'on va faire confiance à toutes ces grands linguistes-là. Non, et moi je pense que ce sont des survivances qui ne datent pas de l'esclavage, qui datent du XIVe siècle. Parce qu'au XIVe siècle, les Mandingues sont arrivés chez nous, aux Amériques, au Mexique, partout. Donc ces missions ont laissé des traces. Et lorsque Christophe Colomb est arrivé aux Antilles, il a vu les Caraïbes. Et les Caraïbes avaient des flèches avec le bout en or, la pointe en or. Et Christophe Colomb, comme si monsieur voulait l'or. Mais évidemment, c'est vous avez dit. Côté autres, tout est là. Alors les Caraïbes disent non, c'est des Noirs qui se baladent dans de grandes pirogues qui nous ont vendu ça. Et ça s'appelle guanine. Et surtout que guanine, c'est le nom de l'or au Mali. Oui, mais attends, Alors, tu as des Caraïbes qui te portent cette interprétation. N'oublie pas qu'on est dans la Caraïbe. On te dit que les Caraïbes viennent du bassin de l'Orénoque, etc. Ils ont immigré par ici. Et alors là, tu es en train de me parler d'hommes dans des grandes pirogues qui étaient donc des Africains. Des Africains. Et là, on remet en question l'histoire, là, maintenant. Qui vendaient de l'or, qui s'appelait guanine. Et la preuve, c'est que guanine, qu'on avait dit à Christophe Colomb, c'est toujours le nom de l'or au Mali. C'est guanine, l'or au Mali. Alors les gars qui disaient guanine, parce que là, tu es en train de... Les gars qui disaient guanine au XIVe siècle étaient des Maliens, des Mandingues. Voilà. C'est une des preuves qui sont pas... Alors je pense que ça vient de là, ces survivances-là, comme le nom de Che Guevara. El Che. Che, c'est l'homme. Macho. C'est l'équivalent de macho en espagnol. Bon, par contre, quand j'ai été habité, j'ai été professeur au Togo, j'ai appris la langue encore là. Et là, j'étais époustouflé. Alors, Mac, je vais lire quand même au verso de ton ouvrage qu'on va présenter tout à l'heure. Il est grand temps de refuser le qualificatif de créole pour désigner la langue des Haïtiens, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, etc. Donc, tu penses qu'il y a eu, je ne vais pas dire un obscurantisme, il y a eu quand même des choses qu'on nous a cachées concernant même la réalité de cette langue, le créole. Oui. Mais moi, je pense déjà que appeler cette langue créole, c'est s'auto-dénigrer. C'est s'auto-dénigrer. Parce que lorsque les Africains réduits en esclavage arrivaient chez nous, on les créolisait pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on les obligeait à adopter la culture du maître. Oui. Donc, quand au bout du rouleau, tu dis que tu es créole, ça veut dire que tu reconnais que les béquets t'ont transformé. Donc, tu es un produit, les béquets. Et tu t'auto-dénigres à ce moment-là. Parce que le créole, c'est pas nous qui avons dit que nous sommes créoles. C'est les oreilles qui nous ont dit que nous sommes créoles. et nous avons intériorisé cela. À tel point que quand on parle de théorie de la créolité, mais c'est une ineptie identitaire énorme. Non, mais ce que tu es en train de secouer là, tu es en train de secouer un pougnet là, on va dire. Donc le créole, c'est l'invention des béquets. Mais oui, c'est l'invention. C'est la façon dont les autres voulaient que nous soyons. Comme on dit, ils voulaient nous former à leur image. Voilà. Oui, nous créoliser. Catholicisme, apprendre-nous, etc. Oui. Et moi, je vais même plus loin. Par exemple, je dis que Glissant, c'est un gars que je connais bien. L'habilité. Pas ensemble, mais il était plus grand que moi. Mais lorsque Glissant parle du tout le monde, je dis, il s'est fait avoir par le colonialisme. Il s'est fait avoir. Et le tout le monde arrange les colonies. Les puissances coloniales, évidemment. Voilà. Ouais. Donc, on le porte. Mais si tu analyses bien la démarche de Glissant, toute l'œuvre de Glissant, c'est une œuvre où il parle de la colonisation. Tout. Tous ces bouquins, c'est ça. La Lézarde, le 4e siècle, le discours entier. Le tout monde, quoi. Ouais. Tout. Et alors, il arrive au tout monde. Comment? En se référant à 2 philosophes de mai 68 et Deleuze et Guattari, que nous aussi, nous connaissons Deleuze et Guattari. On a vécu les machines de mai 68. Et il parle de l'identité rhizome. Mais ce problème, c'est qu'il parle de la colonisation. Alors pour nos amis, l'identité rhizome, explique un petit peu plus en termes de l'identité rhizome, c'est-à-dire que l'identité n'est pas quelque chose de vertical, mais ça a des branches qui partent dans tous les sens. Hein, non, mais ça fait référence un peu au syncrétisme aussi. Oui, c'est un peu syncrétique. Ouais. Mais je ne pense que c'est pas vrai. Parce qu'il dit que c'est la créolisation qui réalise ça. Que la créolisation, c'est un échange culturel. Mais c'est faux.
Quand un Martiniquais parle de ça, mais il se fout du monde. La colonisation, pour un Antillais, c'est pas un échange culturel. C'est un culte qu'on a imposé au départ. Ouais. Donc ça ne peut pas être un échange. Je suis en train de réveiller de ces choses-là. Heureusement que j'ai eu le privilège de te recevoir. J'ai écrit Le Tout Monde, rempart contre la décolonisation. Alors, rappelle-nous un peu ce que tu as écrit. Tu as quand même pas mal d'ouvrages qui ont précédé ce que tu vas nous présenter. Ah oui, tu m'as dit que tu en as fait 6 à peu près. 16 à peu près. 16 Ouais. De tête comme ça, cite-nous quelques ouvrages. Bon, ceux qui sont importants pour nous, il y a Le Deuil Noir, Résistance épopée de nos peuples, que j'ai écrit avec Lucienne Charles. On a écrit ensemble, pour montrer que l'épopée de tous les peuples de la Caraïbe, c'est la résistance des Noirs à l'esclavage. C'est ce qui a fondé toutes nos nations caribéennes. Et que dans tous les pays caribéens, il y a une célébration de ces héros. À la Jamaïque, on célèbre Nani, qui était une Ashanti. Tu as Anna Kaona, par exemple, voilà, des reines résistantes. Ouais. À Barbade, on célèbre Bouchia, qui est un résistant Ashanti. Donc, dans les îles, tu vois, il y a des héros. En Haïti... Par exemple, excuse-moi de t'interrompre, ce que tu viens de dire là, on retrouve ça également dans les religions. Par exemple, tu as des religions qui se ressemblent, le vaudou, excuse-moi, tu as la santeria, etc. Est-ce que ce panthéon-là, c'est le même qu'on retrouve partout également? Avec d'autres noms peut-être? Parce que c'est lié, que tu le veuilles ou non, c'est l'essence africaine. Ouais. Oui, non, c'est-à-dire que c'est très long à expliquer là. La religion, c'est très long à expliquer. Mais j'ai perdu le fil de mes idées là. Oui, tu parlais de la langue en elle-même, oui, de la présence africaine que l'on retrouve partout dans la Caraïbe, quoi. Oui, ouais. Oui. Alors, mais le problème, c'est que dans les îles francophones, le but de la France, c'est de nous couper de nos racines. De nous couper de nos racines par tous les moyens. Et on ne s'en aperçoit pas. Par l'éducation, on nous coupe de nos racines. On nous donne l'éducation. On nous enseignait que nos ancêtres étaient des Gaulois avant. On a arrêté, c'est tellement ridicule. On a arrêté. Mais il y a des moyens plus subtils. Par exemple, quand en 2011, l'ONU a décrété l'année 2011, année des personnes d'ascendance africaine, qu'est-ce que la France a déclaré? Année des Outre-mer. C'est-à-dire, Africain a disparu du thème. Exactement, oui. Donc, c'est pour nous couper de nos racines. Mais il y a des gens il y a des intellectuels qui sont sensibles à ça. Nos intellectuels sont... Et Fanon, quand on parle de Fanon comme glissant à côté, il ne faut pas mélanger les deux. Ça n'a rien à voir. Ouais. Fanon, c'est un combattant. Ah, mais oui. Fanon, c'est voilà, la liberté. Oui. Et Fanon a toujours pensé aux Antilles. Il a dit, lorsqu'il y a une nation, il y a une revendication nationale. Quand elle n'aboutit pas, nous sommes dans un état de confusion néolibérale universaliste. Ça veut dire que ceux qui ont lutté pour l'indépendance ou l'autonomie, qui ne seront pas arrivés, vont amener le peuple vers l'universel. L'universel, c'est quoi? C'est le tout monde. C'est la créolité. Ouais. Donc ces gars-là, et Fanon a prévu l'arrivée de ces gars-là. Et c'est cela que la France a porté en exergue, parce qu'ils vont dans le sens de la colonisation. Ils vont dans le sens de l'assimilation. C'est très sérieux ce que tu es en train de dire là. Maintenant, bien évidemment, alors, en Martinique, c'est le culte de Césaire, etc. Alors, on parle évidemment d'un gars comme Zobel, bon, si tu veux. Est-ce que tu penses qu'il y a une discrimination au niveau de tous ces grands penseurs? Non, je pense qu'ils sont différents. Bon, Césaire Césaire a une double face. C'est-à-dire que Césaire est comme Senghor. Ce sont des gars qui sont imprégnés de la culture française, oui. Donc ils aiment la France, sincèrement. Par exemple, quand on lit les poèmes de Senghor, qui dit « Fais une place à la France, voilà. À la droite du Père, etc. » Donc il aime la France. Et Senghor, même dans leur mouvement de la négritude, ils ne sont pas les initiateurs de la négritude. C'est encore une farce. Les initiateurs, ce sont les filles Nardal. Les filles Nardal qui avaient des salons, qui recevaient les gens, etc. Et qui ont aussi les Américains de la Harlem Renaissance. Et puis tu as la femme de Césaire aussi, il ne faut pas oublier non plus. Oui, mais tu as les Américains de la Harlem Renaissance qui ont amené cette histoire de négritude. Et les filles Nardal, Paulette Nardal, qui a mis le concept qui a été repris par Césaire et Senghor. Et elle a même dit, oui, nous n'étions que des femmes. Ouais. C'est une société de machistes. Voilà. Tu soulèves pas mal de choses qui sont très, très, très intéressantes. Mais là, maintenant, on va être un peu plus technique.
Oui. Là, vous avez vu, on a fait un petit peu d'histoire, on a brassé, etc. On a vu si vous voulez, des concepts un peu hybrides, des concepts un peu syncrétiques. Mais là, maintenant, on va parler de la syntaxe africaine des langues créoles des pays antillais francophones. D'accord. Mais Max, je trouve le titre un peu long, quand même, non, tu n'as pas pu... Mais il faut... C'est long, pourquoi? Parce que je dis des pays antillais francophones, parce que pour moi, le créole, qu'ils soient haïtiens, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, saint-lucien, est le même. C'est la même racine. Et ceux qui font les distinctions entre le créole haïtien et le martiniquais, ce sont ni plus ni moins que des imbéciles. Ouais. C'est vrai. Parce que la différence entre Guadeloupe et Martinique n'est pas énorme. Il y a du vocabulaire, bagaille, bitin. Ouais. Et puis en Haïti, on te dit assise, on te dit chita. C'est l'influence américaine, sit down. Ouais. Sit down, please. Donc chita. Nous, quand ils font un drive, nous, quand ils font un drive, nous, Voilà, etc. voilà. Ouais. Donc, Ce sont voilà. des anglicismes qui ont été introduits. Mais pour bien comprendre pourquoi j'ai choisi le Mila comme langue de référence. C'est ça que je suis en train de découvrir là, justement. Oui, parce que l'Afrique est immense. L'Afrique est immense. Et les pays ne se ressemblent pas. La Tanzanie et le Sénégal, c'est différent. Même culturellement, c'est totalement différent. Ça ne se ressemble pas du tout. Donc, tu penses que l'erreur, c'était de faire la comparaison, enfin, de la diglossie, quoi, puisque au départ, c'était une diglossie, un créole français, et arrivé à un bilinguisme, tu penses que c'est pas le bon référent, le français, par rapport au créole? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul référent. C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes colonisés par la France, on nous a mis une chape française dans la tête. Visière. Et on ne voit tout que par la France. Mais moi, j'ai eu la chance de sortir. Je suis sorti, j'ai vécu 16 ans en Afrique. Je parlais, j'enseignais, je parlais africain. Et j'ai une autre façon. Et Une autre approche, quoi, carrément. j'ai une autre approche de la langue. Parce qu'en Afrique, on n'a pas la même grammaire qu'en France. On ne conjugue pas de la même manière. Indicatif, présent. Il y a des temps qui existent, comme l'aoriste, qu'on ne retrouve pas en français. Et ça existe. Alors, je me dis que j'aime bien, je vois que Bernabé a fait un travail très sérieux. Mais j'ai toujours dit à Jean, ton travail n'est pas complet parce que tu as regardé le français avec les éléments que tu as acquis. Tu as acquis des trucs français, tu regardes le créole avec des yeux de français. Mais Matambo, qui était secrétaire général de l'ONU, de l'UNESCO, avait bien dit que pour étudier la culture antillaise, il faut des équipes mixtes africains-antillais. Parce que sa femme était haïtienne, Matambo, il était sénégalais, mais ça n'a jamais eu lieu. Alors je dis à Jean, si tu avais été en Afrique, tu avais parlé africain, tu avais compris la psychologie, tu aurais vu autre chose dans le créole. Des choses que tu ne peux pas voir quand tu as été formé en France. Je lis un passage. Il se trouve que le créole est une langue complexe, composite, selon la dénomination d'Édouard Glissant, qui dérive de l'interaction des populations présentes dans la colonie sous l'esclavage. Donc toutes ces populations ont contribué à un apport au créole. Alors non. C'est justement là le problème. C'est qu'on nous a raconté que les colons disséminaient les gens sur les plantations pour qu'ils ne puissent pas se comprendre entre eux. Oui. Mais eux-mêmes ne connaissaient pas les gens. Ils ne savaient pas de quelle tribu, de quelle région. Voilà. Alors, les Français, c'était pas les grands Grecs de la colonisation. Il y avait les Anglais, les Espagnols, les Hollandais, les Danois. Les régions même défendaient. Et les Français avaient une petite côte qu'ils ont même appelée la côte des esclaves. Parce que c'est là qu'ils puisaient les gens. Côte des esclaves, ça correspond à Togo, Ghana, Bénin. C'est ça, plus le Sénégal. Ils n'avaient pas ailleurs. Ailleurs, il y avait plein de forts. Takoradi, des forts danois, des forts anglais. Les Français n'avaient pas... de comptoirs, quoi. Ouais. Les comptoirs, les Français n'avaient pas droit là. Ils étaient là, coincés là. C'était limité, quoi. Les populations qui prenaient au début venaient de là. Et il se trouve que cette ère culturelle, c'est des gens qui ont des langues voisines. Ça s'appelle des langues B, G, B, E. Alors, si ça soit Fon, que ce soit Mina, Wachi, Adangbe, Popo, tout ce qu'on veut, c'est des langues qui se comprennent comme Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc tu as pour les disséminer. Il y a des petites variantes, quoi. Tu as pour les disséminer, ils se comprennent. Je prends un exemple. En Évé, qui est une des langues
et une des langues adjaïvé, qu'on appelle la langue adjaïvé. En effet, on dit « je vais derrière la maison ». On te dit « melei ho megbe ». En mina, on te dit « moulei ho godo ». Tu vois, ça se ressemble. Ça se ressemble. Bon. Mélé devient moulot, etc. Voilà. Si tu vas par exemple au Bénin, tu dis, bon, avançons. Tu dis zomi. Bon, en mina, au Nogo, tu dis zomi, la même chose. Il y a le son Z qui revient quand même à chaque fois. Et oui, et ce sont des endroits différents. Mais les langues se ressemblent. Pourquoi? Parce que toutes ces populations ont la même origine. Ils ont la même origine. Ils viennent tous du Nigeria. Ils ont migré. Et ils se sont étalés au fur et à mesure, les Fonds, les Maïs, les gens du Togo, les gens du Ghana, c'est les mêmes populations. Donc ils parlent des langues voisines. Et la langue commerciale du coin, c'est le Mina. Qui est un peu le créole de tout ça. Voilà. Alors, il y a justement, à travers ce que tu nous proposes, syntaxe africaine des langues, si tu veux en quelque sorte, je vais dire que c'est un rapport sur ton expérience, sur ton vécu en Afrique. Oui. Et puis tu as des techniques linguistiques aussi pour pouvoir décoder. Oui, enfin, bon, il se dit un peu de bon sens, hein. Je fais fonctionner mon bon sens. Est-ce que tu as enseigné, par exemple, en université? Moi, j'enseignais de l'immunologie, c'est un truc médical. Ça n'a rien à voir. Immunologie. Mais je me suis toujours intéressé à ma culture. J'ai toujours été intéressé par ma culture. Par exemple, les possessifs. Ceci, c'est mon stylo, c'est le mien. T'as là, c'est stylo, moi, c'est à moi. Et je vois tonnier, c'est quoi ça? Alors. C'est quel langage, là? Oui? Tonnier, c'est. Amina, tonnier, c'est à toi. Tonnier. Ouais. Il y a quand même c'est à moi, oui, c'est à moi. Il y a quand même une correspondance, hein? Oui. Ma mère, maman moins, non-nier. On retrouve le O, le O, le son O. Oui. Mon argent, l'argent moins, gagner. Gagner, ouais. Oh là là. Mais on peut prendre de façon plus logique. On prend par exemple la leçon, on prend l'article défini. 11. Ouais. La leçon 1, hein. Oui. Défini. Bon, en français, quand on dit la chaise, l'article défini est devant. Oui. Bon, en créole, on dit chaise là. Chaise là, derrière. Ouais. Et en mina, on te dit Azigbela, il est derrière aussi. Ah, ouais. Derrière. Donc, lorsque, dans la phrase, tu as un premier article défini, en fin de phrase, tu as un second article, ce qu'il n'y a pas en français. Par exemple, tu dis un type que j'ai vu. Un type que j'ai vu. C'est un article indéfini. Ouais. Non. En bougement, ouais. Mais si tu dis le type que j'ai vu, bougla manwea. Et en niveau, ça te fait amé amoukpoa. Il y a la même construction. Ouais. Donc, quand tu as un article défini au début de phrase... Là, on est en pleine linguistique, là, ouais. Oui, tu as l'article défini, tu as un deuxième article défini en fin de phrase. Ouais. Et, bon, donc la construction est la même. Est-ce que tu as travaillé, par exemple, sur l'étymologie même des mots, les racines? Par exemple, le français, on sait que c'est des racines latines, etc. Mais est-ce que, lorsque tu as étudié le créole, il y a également une construction étymologique? La partie d'un mot, pour faire d'autres mots. Non, ça, il y a Confiant qui fait ça très bien. Ouais, ça, c'est le boulot de Confiance, ça. Il fait ça très bien, Confiant. Raphaël fait ça très bien. Ouais. Mais la partie africaine, il n'est pas balèze dedans. Mais il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Ouais. Et je lui reproche même, à un moment donné, je faisais des émissions à KMT sur l'Afrique pendant 10 ans. Et il a dit, Max fait des émissions africanoïdes hilarantes. Il ne croyait pas ce que je racontais. Bon, ça c'est votre cuisine. Oui, non, c'est quelqu'un que je respecte. Non, mais c'est un bon ami. Hein. Ouais. Alors, tu proposes. Alors, cet ouvrage, il sera destiné à qui? Est-ce que nous aurons des professeurs? On va le remettre encore à l'écran. Est-ce que c'est à tout le monde? Non, moi je pense que... Est-ce que c'est aux intellectuels? À qui c'est destiné? Non, ça peut aller plutôt à ceux qui s'occupent du créole. Ceux qui veulent connaître le créole peuvent l'avoir. Puisque, de toute façon, je suis parti pour l'analyse de la grammaire de Bernabé Pinali. Ah, ben voilà.
Les 49 leçons de la grammaire de Bernabé Pinali, ce sont les mêmes que j'ai repris en introduisant le mina à côté du créole. Ah, voilà. En faisant la comparaison. Donc mon livre de référence, c'est la grammaire de Bernabé Pinali, que tout le monde peut avoir. Eh bien, on va arriver dans la dernière ligne droite. Il nous a emmené son dernier bouquin, le 16e du Mali, pratiquement. Oui. Syntaxe africaine des langues créoles des pays antillais francophones. Alors justement, cette période de valorisation de notre créole, est-ce que, Max, tu as un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent, à tous les linguistes, à tous les amateurs, qui sont concernant justement ce que ça peut servir aux outils là? Oui, moi je vais leur dire quelque chose d'abord. Oui. Pour montrer que, en fait, nous avons gardé une structure mentale de nos ancêtres. Oui. Je vais donner un exemple très probant. Ouais. On va terminer sur ces mots parce que l'émission arrive à son terme, oui. Le verbe être. Oui. En français, je suis malade, je suis en voiture, je suis au marché, c'est toujours le même verbe, suis. Il n'y a pas d'autre verbe. En mina, il y a 3 façons de dire être. Oui. En créole, il y a les mêmes 3 façons de dire être. Bon. Par exemple, si je dis, il y a la forme 0. Oui. La forme 0, tu dis, quel est ton nom? Tu dis Kinon. Pas ni Adam. Kinon. Et en mina, tu dis Aponko. Il n'y a pas R non plus. Bon. Et on peut traduire par C. Ou par C en créole et par ni en mina. Par exemple, si tu dis, tu es un imbécile, on te dit, ou c'est un couillon. et en mina, on te dit, Oni Abolo. Et troisième façon, qui es-tu et où es-tu? Côté où y est, là où y est. Et en mina, on te dit, Fikaolé. Donc, il y a 3 manières d'être. C'est quand même paradoxal. Si le créole venait vraiment du français, on comprend pourquoi il y a les 3 façons de dire être. Alors que c'est en africain qu'il y a les 3 façons. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'avec Max Auguste Dicfouneux, qui nous propose la syntaxe africaine des langues créoles des pays antillais francophones, c'est indispensable pour ce fameux mois du créole et pourquoi pas pour toute votre vie. À très bientôt, en lot de soleil.